Deuxième aspect, c'est les aires marines protégées en haute mer qui, effectivement, apparaît depuis quelques années comme une tendance forte, une revendication qui est portée par les uns et les autres et on se conforte les uns et les autres, on est convaincus à chaque fois qu'on se voit qu'il faut des aires marines protégées en haute mer. Je crois qu'on n'est pas sûr, on n'est pas certain les uns et les autres sur le degré de faisabilité à la fois juridique et matériel ou opérationnel de cette création d'aires marines protégées en haute mer. Je crois qu'on ne sait pas comment faire. On a parlé de la Convention sur la biodiversité et de sa conférence des États parties, qui a créé un groupe de travail subsidiaire, qui a tenu sa première session en 2005 à Montecatini sur la création des aires marines protégées. Montecatini 2005. 3 ans après, je n'ai rien vu encore sortir. 3 ans après. Je veux dire qu'on voit bien qu'il y a des blocages, qu'il y a des difficultés. Alors, est-ce que ces difficultés sont l'expression d'une non-gouvernance ou est-ce qu'elles sont l'expression d'un problème qui peut-être est mal posé aussi dès le départ? Je crois qu'il faut de temps en temps questionner les organisations internationales qui sont à l'origine d'un certain nombre de sujets. N'est-ce pas? Il faut les questionner. Il faut se dire, est-ce que vous avez posé les termes dans lesquels il doit être posé? Alors, entre 2005 et 2008, la conférence des parties de la Convention sur la biodiversité a légèrement déplacé son point de vue ou son angle d'analyse en disant, oui, d'accord, c'est vrai, mais alors nous allons d'abord étudier les critères scientifiques de création, le géoréférencement des aires marines protégées, etc. Mais une fois qu'on a fait ce fantastique travail, je dirais, scientifique, comment on passe le mur de l'application? Comment on fait qu'il faut convaincre des États qu'effectivement, voilà, en haute mer, il y a des zones qu'il va falloir protéger. Et là, vous ouvrez une deuxième boîte qui devient une autre boîte de Pandore, à nouveau, mais vous voulez protéger quoi contre quoi? Qu'est-ce que vous protégez? Je veux dire, vous protégez avec zéro activité autour de cette zone, ou est-ce que vous protégez partiellement contre le shipping, c'est-à-dire le transport maritime, ou est-ce que vous protégez partiellement contre la pêche, et quelle période, etc. Donc vous constatez que vraiment vous ouvrez à nouveau toute une série de discussions dans des espaces qui sont placés, là encore une fois, sous la surveillance d'États directement qui sont intéressés par la gestion de cet espace qu'est la haute mer. Et si vous développez encore un peu plus votre réflexion, vous vous dites, oui, mais on parle de la surface, c'est la haute mer, il y a la colonne d'eau, certes, mais moi, on m'a appris depuis quelques années que je fréquente les biologistes et les écologues qu'il y a maintenant la notion d'écosystème. Et l'écosystème, c'est à la fois le fond des mers, ça englobe, c'est plutôt une notion globalisante. Et je me dis, bon, mais jusqu'à quel point cette analyse de la gouvernance prend en compte ou ne prend pas en compte le rôle que peut avoir l'autorité internationale des fonds marins, qui a la responsabilité de la gestion de cette zone, avec un Z majuscule, c'est-à-dire en anglais, on appelle ça « the area ». Donc, quel est le dialogue possible? Comment la gouvernance de la haute mer empiète ou n'empiète pas, de façon positive ou négative, sur les responsabilités d'une autre gouvernance possible? Et on constate que cette question-là n'est pas souvent posée ou elle est laissée de côté parce que ça implique d'aller voir une organisation qui existe déjà et de revenir sur le texte fondateur qui est le livre bleu, c'est-à-dire, mais celui-là, celui des Nations Unies, la Convention sur le droit de la mer, la Convention de Montego Bay. Donc il y a cette dimension-là qui n'est pas réglée, qui n'est pas traitée, voire la question n'est peut-être pas toujours posée. Elle n'est pas toujours posée, et là j'anticipe sur ce que pourra dire M. Haricot, mon ami Salvatore, à l'autre bout du panel, quand il vous parlera dans quelques minutes, brillamment comme il sait le faire, de la bioprospection. Mais ça, on reviendra sur ce sujet. Troisième élément de réflexion, la gouvernance de la haute mer, et notre modérateur a laissé entendre que ça pouvait effectivement être un élément de notre débat.
nous parlons de la haute mer, mais qu'est-ce que c'est que la haute mer pour vous comme pour nous, comme pour chacun d'entre nous? Qu'est-ce que c'est que la haute mer? La haute mer, ça a une définition juridique. Et on constate que la définition juridique elle-même est une définition ayant une double composante. Il y a la haute mer dont on vous dit c'est tout ce qui est au-delà de la juridiction nationale, mais en même temps, quand vous lisez l'article 58 de la Convention de Montego Bay, on vous dit que finalement, même dans la zone économique exclusive, toutes les libertés sont des libertés. Les articles 88 à 115 de la Convention peuvent s'appliquer comme s'il s'agissait de la haute mer. Donc, autrement dit, il y a un certain nombre d'activités, qui se déroulent déjà en zone économique exclusive, et on vous dit c'est déjà des activités qui ressemblent à celles de la haute mer. Alors, la gouvernance de ces activités-là est-elle la même que la gouvernance des activités en haute mer au sens juridique strict du terme? Je veux dire, là aussi, il y a une sorte d'ambiguïté de ce que nous voulons éventuellement mieux gouverner, sur lesquels on veut avoir de meilleures pratiques. Là aussi, je crois qu'on se pose rarement la question, on se dit, au-delà de la juridiction nationale. Ben, au-delà de la juridiction nationale, on constate qu'il y a une sorte d'imbrication de compétences, de droits et d'obligations qui ne sont pas clairement... disons que la Convention ne contribue pas à clarifier le paysage. Donc là aussi, ça laisse un sentiment d'insatisfaction quand on vous demande un papier, une note, une prise de position, etc. Je voudrais juste conclure cette première intervention pour dire que, à ma connaissance, et je le dis d'autant plus librement que je ne partage pas l'opinion de Mathieu quand il dit il y a des engagements, il a dit commitments, des engagements qui ont été pris à l'échelle internationale quant à la création d'aires marines protégées en haute mer. Moi, je n'ai pas vu d'engagement pris au niveau des Nations Unies ou de l'Assemblée générale ou dans un quelconque groupe. J'ai peut-être vu des décisions de la conférence des parties de la CBD, des décisions. Mais comme on sait que le mandat de la CBD à propos de la haute mer est contesté ou contestable, je ne considère pas que cela soit vraiment un engagement. Dernière observation, c'est de dire, justement, toutes ces difficultés de la gouvernance conduisent un certain nombre d'acteurs. Mais des acteurs, ça peut être des États, ça peut être des institutions publiques, ça peut être des officiers de la marine nationale qui ont cette idée en tête, et comme ça peut être effectivement un certain nombre de chercheurs, de scientifiques, d'ONG, conduisent un certain nombre d'acteurs à penser que la solution, finalement, c'est d'avoir un nouvel accord international. Soit un nouvel accord international qui tienne par lui-même, n'est-ce pas ? Soit un nouvel accord international sur la haute mer, ses ressources, la biodiversité et autres questions, mais qui soit un accord qui soit de mise en œuvre de la Convention dite de Montego Bay. Très franchement, pour faire court, to make it short, comme on dit, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je le dis comme ça, je donne mon opinion, mais je pense que sur cet aspect-là, on reviendra à la limite dans le débat ou en reprenant la parole dans un deuxième temps. Merci Paul.